Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je je remercie l'organisation, hein, pour, vous m'entendez bien tous? Oui. Voilà. Si je parle trop vite, si je suis pas, clair dans mes propos, hésitez pas à m'interrompre, et je ferai en sorte d'être bien clair pour tout le monde. Je remercie, l'organisation de m'avoir permis de pouvoir faire cette présentation, par visio. Voilà. Donc je vais me représenter. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Barre, je suis responsable d'équipe, c'est le titre. En fait, c'est chef de service au sein d'une association, qui s'occupe de protection des majeurs, heu, sur Mantes-la-Jolie. Heu, voilà, depuis 5 ans, et en fait, j'ai un parcours où ça fait 20 ans, en fait, que je travaille dans la protection des majeurs. Alors au tout début, j'ai travaillé comme délégué à la protection, délégué à la tutelle, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, et puis comme conseiller juridique, pour les cadres, et puis pour des situations complexes, d'un point de vue, juridique, et puis désormais maintenant comme chef de service. J'ai aussi pu exercer, donc là en région parisienne, mais également aussi en province, dans diverses associations, et j'ai pu rencontrer, de par mes différentes fonctions, différents services, qui me permettent d'avoir un avis, heu, je l'espérais, sur le fonctionnement des associations, associations de tutelle. Les petites comme les grandes, voilà, avec leurs divers fonctionnements et les diverses valeurs qu'elles peuvent porter. OK? Voilà, ça c'est ce qui concerne mon parcours. Hem, ce que j'ai pu au tout début, ce que j'aimerais, pouvoir, dire, c'est que dans mon expérience, j'ai pu observer une grande probité de la part des, professionnels qui interviennent, au sein des associations. On peut voir beaucoup d'articles, de reportages sur le monde de la tutelle majeure, heu qui est souvent une présentation qui est un peu à charge des services, heu, voilà. Alors que, au quotidien, les professionnels qui interviennent font preuve d'une grande probité et d'une vraie volonté, d'être, en aide avec, les personnes dont elles ont la charge. Je tiens à le souligner parce que, c'est très important, mais ça ne doit pas, heu, éluder la question, heu des dysfonctionnements qui peuvent exister dans l'exercice d'une mesure de protection, qui est un exercice qui est éminemment complexe. Hem, voilà, la présentation, aux alentours de 30 minutes, je pourrais vous en parler pendant des heures. Voilà, c'est un univers qui est bien particulier, qui touche, tous les secteurs de la vie. Heu Toute personne, de plus de 18 ans, jusqu'à, 105 ans, 110 ans, 120 ans, peut être amenée à être confrontée à une mesure de protection. Voilà, c'est le spectre d'âge des personnes que l'on peut être amené à suivre, heu, dans le cadre d'une mesure de curatelle ou d'une mesure de tutelle. Donc c'est un univers qui est très, très large et qui demande, beaucoup de compétences et beaucoup d'adaptation parce qu'on va pas réagir de la même manière avec, un un jeune homme ou une jeune femme qui, vient à peine de sortir, de l'adolescence, de l'enfance, qui a juste 18 ans. Bon, même si les mesures de protection à 18 ans sont relativement rares, c'est plutôt 20 ans, mais voilà, c'est des personnes, très, très jeunes, et on va l'appréhender d'une manière, aussi complètement différente, pour une personne qui vient d'entrer en EHPAD et qui a 80 ans et qui a travaillé toute sa vie et qui parce qu'elle a plus de famille et qu'elle est plus en capacité de gérer ses papiers, se retrouve du jour au lendemain, avec un tuteur ou un curateur, à à l'aider à gérer. Voilà, donc c'est 2 pans, de la vie d'un professionnel, de la protection des majeurs qu'il faut avoir à l'esprit, heu, voilà, quand on parle des mesures de protection.
Les mesures de protection, elles sont toutes, classifiées, codifiées dans le code civil. C'est notre petite heu le code civil, vous savez, il date de 1804, donc c'est les mesures de protection, c'est vraiment, un domaine dans lequel le droit français, excelle. C'est très différent dans d'autres pays européens ou dans le monde. Voilà, nous, la France a mis en place un dispositif de protection particulièrement rigoureux, particulièrement pointu et qui a évolué, hem, qui a pas beaucoup évolué jusqu'en 2007, mais qui depuis 2007 a énormément, énormément évolué. Hem, je vais faire juste un petit rappel historique. Les mesures de protection, heu, jusqu'en 2007, officiellement, la mesure de protection avait vocation à protéger la société des incapables. C'est comme ça que c'était écrit dans le code civil. Depuis 2007, la société doit protéger les personnes vulnérables, les majeurs. Cette différence sémantique, vient après toute une, modification jurisprudentielle. C'est un aboutissement et elle vient mettre en lumière tout le travail qui a été fait, par les professionnels, par les familles, heu, par les législateurs pour, appréhender les mesures de protection d'une manière complètement différente. Alors c'est pas arrivé du jour au lendemain, mais petit à petit, jusqu'à cette, révision, législative en 2007. Et comme, en France, on aime bien les choses compliquées, elle n'a été mise en application qu'en 2009 et donc en 2009, il a fallu que, tous les services professionnels, heu, rattrapent, rattrapent le retard. Donc c'est pas toujours simple, mais c'est l'univers dans lequel nous travaillons, nous professionnels. Je vais parler je parle au nom des associations. Heu, il y a un autre type de professionnels, c'est les professionnels, les mandataires judiciaires privés, qui exercent à titre individuel. De plus en plus, on les trouve, à côté des associations qui sont nommées, par les juges des tutelles. D'accord? Voilà, l'association pour, faire, très rapidement, voilà, heu, on est une équipe, avec une continuité de service. Le mandataire privé, lui, il va exercer, seul avec, assisté, heu, par par un ou une secrétaire et parfois il va être en cabinet avec un deuxième mandataire, mais voilà, il va gérer juste un un plus petit nombre de mesures de protection, mais à titre, vraiment individuel. Donc voilà, quand il est en congé, bah, qu'il est tout organisé, voilà, c'est la continuité de service est un petit peu plus difficile pour les mandataires privés. Mais je pense qu'on est assez complémentaires. Et puis il y a un troisième type de professionnels, c'est ceux qui sont les préposés en établissement. On les trouve parfois dans les établissements accueillant, un public âgé ou dans les hôpitaux. Heu Voilà, c'est des personnes qui vont être amenées à gérer, les ressources, donner l'argent de poche, aux personnes, voilà, qui vont avoir un domaine d'action un peu plus limité. Nous, en tant que professionnels, on on est amenés à gérer, tous les actes de la vie civile. Voilà, c'est comme ça que le terme, est utilisé dans le code et pour ce faire, on dispose de, 3 types de mesures de protection. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous, détailler, précisément chaque mesure de protection. C'est assez exhaustif, c'est assez, assez fastidieux, c'est intéressant, mais voilà, il y a des choses plus intéressantes que je souhaite vous parler dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Donc c'est la mesure de tutelle, la mesure de curatelle et la mesure de sauvegarde de justice. La différence entre les différentes mesures de protection, globalement, c'est le niveau d'habilitation que le mandataire, que le professionnel sera amené, à exercer pour protéger la personne. Classiquement, on parle de assistance dans le cadre de la curatelle et de la représentation dans le cadre de la tutelle. Je vais partir de la mesure la plus connue, la mesure de tutelle. Dans la mesure de tutelle, on est amené à représenter le majeur protégé. On va agir
à sa place, on va être, heu, devant le majeur protégé, face aux créanciers, face au bailleur, face à l'huissier, face, au juge. Voilà, être en représentation, de la personne, on va agir à sa place. Mais attention, on n'agit que dans son intérêt exclusif. C'est bien écrit comme ça dans le code civil. Voilà. Donc, le professionnel ne doit retirer absolument aucun bénéfice à agir à la place d'un major protégé. Hem, voilà, c'est toute une question éthique et juridique, de responsabilité qui est, absolument essentielle et qui, dans des reportages, on peut voir, grand public, est fortement oubliée par rapport à l'activité qu'on est amené à, on est amené à avoir. Donc, il y a la mesure de représentation, c'est la mesure de tutelle, classiquement, et la mesure d'assistance. L'assistance, c'est quoi? L'assistance, c'est le fait d'agir en concertation avec le ou la majeure protégée. Ça veut dire que on va devoir agir main dans la main. On peut pas agir, le professionnel ne pourra pas agir sans l'accord du majeur protégé et le majeur protégé pourra agir sans l'accord du curateur, mais avec certaines limitations. Voilà. Hem, concrètement, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par la signature sur un document de la de l'accord du majeur protégé, donc sa signature, et de l'accord du curateur. J'en profite pour faire une petite information. En France, tout le monde parle de la mesure de tutelle, mais il faut savoir que 85 des mesures de protection qui sont ordonnées, par les juges sont des mesures de curatelle. La mesure de tutelle, elle a vocation, petit à petit, à dis peut-être pas à disparaître, mais, à être, ordonnée que dans les cas strictement où la personne, qui en bénéficie ne peut absolument pas donner un avis éclairé. Si la personne, est dans le coma, si la personne, est en dehors complètement des réalités et se met en danger, concrètement et ne prend pas les mesures pour agir, sur du moyen long terme, voilà, là on s'orientera vers une mesure de tutelle. Tout le reste, la les lois, l'interprétation jurisprudentielle tend à renvoyer vers une mesure de curatelle. Ce qui fait que, concrètement, quand on doit exercer une mesure de protection, c'est un art délicat. C'est une mission qui se crée, qui est tout en dentelle. Hem, parce que, hem, comment vous dire? Les intérêts, des, de la personne, protégée, l'intérêt, vu, du point de vue du juge, l'intérêt vu de la société de manière en général, les intérêts vus de la famille, tout ça fait que, heu, pouvoir exercer en donnant toutes les bonnes informations au majeur en curatelle pour qu'il puisse prendre la décision qu'il pourra prendre en son âme et conscience avec toutes les bonnes informations, elle sera d'autant plus difficile à d'autant plus difficile à mener. Et j'en profite, à ce moment-là, pour rappeler que le droit qui s'applique pour un major un organisme professionnel, mandataire professionnel, est le même que celui qui s'applique pour les tutelles et les curatelles qui sont dévolues aux familles ou aux proches. La réglementation est strictement la même. Les obligations d'écrire au juge sous forme de requête sont exactement les mêmes pour une famille que pour un professionnel. Je prends un exemple, qui est parfois, difficile à comprendre. Un majeur protégé, il peut souscrire un bail, heu, sans l'accord de son curateur. Heu,
Ah, prenons le cas de Yves. Yves, majeur protégé, sous le bénéfice d'une curatelle, souhaite, avoir un nouveau logement. Il trouve un bailleur qui accepte de lui louer parce qu'il a des revenus qui sont suffisants. Yves peut, signer le bail tout seul. La différence, c'est qu'il ne pourra pas résilier le bail de son précédent logement sans demander l'autorisation au préalable du juge des tutelles. Ce qui fait que nous, en tant que professionnels, parfois il arrive que, et ça en fait, ça arrive même très souvent, que, 2 logements, au moins pendant un temps. Mais voilà, on se retrouve parfois dans des situations où le juge, la loi dit: «Il faut protéger et s'assurer que les majeurs, que les personne ne se retrouve sans domicile fixe» et par voie de conséquence, on les oblige à demander l'autorisation au juge des tutelles pour résilier un bail. Ce qui fait que, les périodes de double bail, et bah, de double baux et bah, elles sont, d'autant plus fréquentes. Alors, on arrive à, anticiper et à réduire ces périodes-là, mais c'est pas toujours simple et ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'explications. Hem, voilà, voilà ce que je pouvais vous dire sur ce point. Bonjour. Hem, les professionnels les professionnels mandataires sont tous des professionnels habilités par l'État. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation de, subir une formation, heu, pour le moment, c'est ce qu'on appelle un certificat national de compétences, assuré par différents, types d'instituts, heu, sur un temps de formation qui est, entre, qui est aux alentours d'une petite année, voilà et qui, à l'issue, heu, si la personne a pu valider son certificat national de compétences, l'amène à être assermenté, heu, voilà, auprès de la cour d'appel dans lequel il ou elle va exercer, heu, son son mandat de à la protection des majeurs. Voilà. Donc c'est une notion où, en tant que professionnel, on devient auxiliaire de justice. Il y a, heu, il y a cette notion que, on devient, celle qui va agir pour le compte, un peu au nom du juge des tutelles. Voilà, qui reste l'autorité, de compétence pour nous. Alors donc les professionnels doivent être habilités, doivent avoir une formation, c'est une obligation légale, sinon ils ne peuvent pas exercer et dans ces cas-là, le mandat se termine, pour le professionnel. Et deuxième chose, tout professionnel doit avoir une assurance de responsabilité civile, professionnelle. C'est-à-dire que et là c'est important et c'est la même règle qui est pour les tuteurs et curateurs familiaux, heu, le tuteur, le curateur, il est responsable au centime près de la gestion qu'il applique pour un majeur protégé. Il fait une erreur d'1 centime, il doit 1 centime. Il fait une erreur de 100 €, il doit 100 €. Donc voilà, la notion d'assurance responsabilité civile professionnelle, elle est absolument indispensable. D'ailleurs, ça fait partie des conditions pour être habilité au service de l'État pour exercer une mesure de protection. Professionnels qui sont recrutés, que je recrute, au sein de mon association et que j'ai pu voir recruter dans d'autres, hem, ils ont des parcours qui sont, globalement, de 3-4 types. Dans beaucoup d'associations en province, c'était beaucoup d'éducateurs spécialisés, un peu plus sur la région parisienne, un peu plus de juristes. Heu, Depuis quelques années, une dizaine d'années, les conseillers économiques, sociaux et familiaux font partie des, les grandes vagues de recrutement des conseillers et sociaux et économiques, et puis les assistants sociaux. Voilà. C'est les différents secteurs qui sont, de formation qui viennent abonder, nos effectifs. Heu, heu, c'est important parce que ça apporte une richesse. On est dans un univers de plus en plus juridique, donc les juristes,
et j'en fais partie, vont apporter un professionnalisme et puis une précision dans l'action. Heu, les éducateurs vont nous permettre de pouvoir être un peu plus fins dans l'approche, interpersonnelle. Les assistants sociaux vont nous permettre de pouvoir, avoir idée heu, utiliser tel et tel dispositif de protection sociale. Les CESF vont être dans une relation, éducative, budgétaire assez précise. Donc voilà, cette cette complémentarité de disciplines fait qu'au sein des associations, on peut y trouver une grande richesse et une certaine agilité pour s'adapter, aux situations plus ou moins difficiles qu'on est amené à gérer. Je vous en ai pas parlé, mais en France, le droit français oblige à ce que ce soit en priorité les familles ou les proches pour exercer une mesure de protection. S'il y a un proche, un membre de la famille qui est en capacité, qui a le temps, d'exercer une mesure de protection et que le majeur protégé n'y émet pas, d'objection, rédhibitoire, et bah, le magistrat normalement il est censé être lié à ça. Ce qui fait que, ça a pris un petit peu de temps, mais nous en tant que professionnels, on est de plus en plus amenés à gérer des mesures de protection où soit la famille, les proches, il y en a pas, donc c'est des personnes seules, complètement isolées ou qui se sont retrouvées abandonnées. Soit des situations où les familles ne sont pas, en capacité d'être ressources pour le majeur, ou voire, des familles qui peuvent se montrer toxiques pour le majeur protégé. On connaît tous des situations heu, où des membres, des proches, la famille, exercent une pression financière, heu, ou impose des choix qui ne sont pas, cohérents par rapport au profil ou aux besoins, heu, psychologiques, médicaux, heu, du majeur. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte, c'est à prendre en compte. Hem, les différentes lois dont je vous parlais, qui ont modifié les mesures de protection, nous ont fait entrer en plus, nous, services, professionnels de la protection des majeurs, dans l'univers, ce qu'on appelle médico-social. Vous en avez sans doute un petit peu entendu parler aujourd'hui. Voilà. C'est, c'est l'univers qui relie, tous les éducateurs, spécialisés, heu, les foyers, d'accueil médicalisés, les maisons d'accueil spécialisées, les EHPAD, les services d'accompagnement et d'aide, à domicile. Voilà. Tous les professionnels qui sont, qui sont entre le médical et le social et qui sont là pour que l'usager soit au centre du dispositif. Et nous, en tant que service de mesure de protection, on est aussi amené à être, heu, partie intégrante de ce dispositif-là. Avec cette particularité, c'est que, si vous faites le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, hem, on est soit en représentation, soit en assistance avec le majeur protégé. Donc l'usager, il va être au cœur du dispositif de protection sociale tout autour de lui, et nous, on va être à côté ou pour le représenter. Donc on a nous, le tuteur, le curateur, il a une place, très, très particulière dans dans cet univers médico-social et social médico-social. Voilà. Ce qui fait que nous, désormais, on a l'obligation depuis 2007, mise en application en 2009, de remettre un règlement de fonctionnement. Voilà, on va travailler avec quelqu'un, donc il faut qu'on puisse, bien se baser sur de bonnes règles, de bonne entente, pour pouvoir, travailler et à améliorer sa situation. Une charte des droits, de la personne protégée. C'est pour ça que quand, je suis amené à rencontrer une personne pour, heu, pour ouvrir sa mesure de protection au premier rendez-vous, j'ai l'habitude d'accompagner les délégués, heu pour rencontrer les majeurs qu'on nous a confiés. J'ai tendance à dire qu'une personne qui est majeure protégée, elle n'a pas moins de droits que tout citoyen, elle en a presque plus. Parce que la société a l'obligation de la protéger. Parce que nous, services mandataires,
on doit veiller à ce que tous ses droits, heu, toute sa particularité, elle puisse être reconnue. Qu'un droit soit pas mis de côté parce qu'on l'a oublié. Et en plus, on va faire avec lui ou elle ce qu'on appelle un contrat, moral, un DIPM, un document individuel de protection des majeurs. Donc c'est une sorte de petit, heu, c'est une feuille sur lequel on va, écrire, consigner les projets, les attentes de la personne, ce dont elle dispose comme ressources, heu, personnelles, financières et autres. Heu, l Nous, ce qu'on peut lui apporter et essayer avec elle de, tracer un projet, voilà, pour l'aider. Et puis dernière chose, il y a ce qu'on appelle la personne de confiance. Pour ceux et celles qui ont eu la chance d'être opérés à l'hôpital, vous avez la possibilité, de désigner une personne de confiance. Et ben, dans l'univers médico-social et nous y compris, le major protégé a la possibilité de désigner une personne de confiance, une personne qui sera à côté d'elle, lors des entretiens, qui pourra, avoir des informations et qui pourra l'aider dans sa réflexion quand il y a des questions importantes à avoir. Voilà. Et puis, une mesure de protection doit s'accompagner, et ça, c'est le côté fastidieux et très rigoureux, du droit français, de documents absolument indispensables. C'est-à-dire le premier, c'est un inventaire. Quand on arrive chez quelqu'un, on doit faire ce qu'on appelle un inventaire. Savoir ce qu'il y a dans sa maison, dans son appartement, sous sa tente quand c'est une personne SDF. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a été nommé, la personne elle est protégée. Tous ses biens sont protégés. C'est-à-dire qu'il ne pourra ni les donner, ni les vendre, heu, ni les détruire, disposer comme il pourra plus en disposer comme il veut, sans au préalable, normalement, l'autorisation du juge des tutelles. Alors, quand je dis ça comme ça très vite, on se dit: «Waouh, c'est quand même, c'est particulièrement rigoureux». Fonction de l'état du patrimoine, heu, voilà, c'est il y a des, il y a des allégements possibles aux contraintes. Mais en tant que professionnel, nous, on doit garantir que quand on s'occupe de quelqu'un, c'est que la personne elle ait minimum pour vivre correctement, un lit, un toit, une table, voilà, ce genre de choses. Et beaucoup de personnes chez qui on intervient la première fois, et bah, se retrouvent, enfin sont dans un dénuement impressionnant, hein. Je me souviens l'année dernière, je suis allé, ouvrir une mesure de protection, dans les Yvelines. Et la petite dame, elle était, dans un appartement HLM, elle avait juste un matelas pour vivre. Heu, voilà, donc la première des choses, c'était de bien noter, qu'elle n'avait qu'un matelas pour vivre. Et la deuxième des choses, c'était d'organiser pour que, assez rapidement, elle puisse avoir un confort dont elle dont elle peut prétendre, au vu de ses ressources, au vu de sa situation et au vu des mécanismes de protection sociale qui existent. On doit donc, avec l'inventaire, établir assez rapidement, l'idéal le jour même, un budget. C'est-à-dire que très souvent, le juge va nous confier la gestion des ressources et la gestion des dépenses. J'y reviendrai un petit peu après. Ce qui fait qu'on va devoir donner notre avis, notre conseil, et parfois peut-être prendre des décisions, pour rétablir un équilibre. Pour vous donner un exemple, je me souviens, un jour, j'ai eu à gérer un jeune homme, qui se laissait emballer, très, très vite, dès qu'il avait un dès qu'il avait une envie, dépensière. Il avait 4 forfaits téléphoniques chaque mois sur son allocation adulte handicapé, qui à l'époque était aux alentours de, c'était même pas à 800 € encore. Il avait presque 200 € de téléphone portable dans 4 forfaits qui, qui était dépensé, voilà. Et donc en fait, voilà, il se rendait plus compte de ce qu'il avait fait. Bon, la première des choses à faire, c'était de mettre fin à l'hémorragie, financière et de retrouver un certain, pragmatisme dans ses dépenses, au moins téléphoniques. Donc
j'ai vu avec lui, j'ai procédé à la résiliation de 3 de ses forfaits téléphoniques et heu et voilà et la mesure de protection aurait même pu me permettre de procéder à la résiliation sans son accord, ouais, j'avais obtenu sa signature, mais sans son accord, j'aurais pu procéder à la résiliation. Parce qu'il y a des mécanismes, quand on bénéficie d'une mesure de protection, qu'on peut solliciter, qu'on n'est pas obligé, mais qu'on peut solliciter, qui permet de protéger. Hem, je vais donner un autre exemple. Une personne qui est sous mesure de tutelle, donc c'est le tuteur qui la représente dans tous les actes de la justice. Ça veut dire que si c'est pas le tuteur qui signe, le contrat n'existe pas. Heu, un commercial, très avisé vient voir la personne, il lui f chez elle, c'est une dame de, 80-90 ans, sous mesure de tutelle et lui fait signer un contrat pour une livraison de vin, pendant 2 ans et pour 20 000 €. Bah, c'est très facile, le contrat, il est nul de plein droit. La personne a signé, si c'est pas le tuteur qui signe, le contrat n'existe pas. Alors dans le cas présent, c'est facile. Heu, le contrat de souscription de, je ne sais pas combien de cartons de vin pour une personne seule, était pas forcément dans son intérêt, au vu du prix, demandé. OK, là, c'est facile. Mais, si elle avait véritablement souhaité, si elle avait véritablement eu besoin et qu'elle avait les moyens, on aurait pu tout à fait, régulariser le contrat et faire les choses au propre. Vous voyez, l'intérêt, c'est d'agir dans l'intérêt exclusif de la personne sous mesure de protection et voilà, c'est très important d'avoir cet esprit, d'avoir ça à l'esprit parce que c'est ce qui guide tout bon professionnel. OK? Donc je vous disais, les mesures de protection, c'est un art délicat, parce que c'est lié aux moyens. Heu, je préfère pas, mettre sous le boisseau, on a besoin on a besoin de 2 personnes, au quotidien et comme beaucoup de secteurs dans le secteur médico-social, on a beaucoup d'absentéisme et résultat, la charge de travail, elle est forcément, plus importante. C'est un métier qui est pas simple. On est amené à être, heu, au contact d'un public qui est en grande fragilité, avec beaucoup de troubles et c'est humain. Les troubles qui sont su bah, que les dont les personnes souffrent et bah, assez fréquemment, elles le font subir aux personnes qui viennent les aider. Voilà, c'est un classique quand on est dans la relation d'aide. Alors nous, nous sommes dans une relation d'aide contrainte, mais on reste quand même dans une relation d'aide et heu et c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, heu, pour nous en tant que professionnels, mais même en tant qu'aidant familial. Voilà, je fais un petit aparté, mais un aidant familial une statistique qui un aidant familial quand on est amené à prendre soin d'une personne de sa famille qui souffre d'Alzheimer, l'espérance de vie d'un aidant familial, elle est réduite de 8 ans en moyenne. Donc voilà, c'est pour vous dire que, aider quelqu'un, qu'on soit en tant que professionnel ou, en tant que proche, c'est voilà, c'est un vrai sacerdoce, et voilà et ça s'accompagne de contraintes. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite que le temps avance. Donc il y a des contraintes de moyens, les attentes des personnes, des majeurs protégés en priorité, qui sont, parfois, adaptées et d'autres, pas du tout. Donc voilà, c'est comment ramener dans la réalité. Les attentes des juges, ils n'attendent que des écrits. Voilà, donc nous, en tant que professionnels ou même en tant que tuteur, ou curateur familial, heu, tout doit passer par écrit, donc ça veut dire du temps. Quand on pose une question au juge, bah, faut s'attendre à avoir une réponse sous un mois, pas moins, parfois beaucoup plus. Les attentes de la société, parce que la société attend encore que, on la protège des personnes qui sont en détresse, des personnes sous mesure de protection. Donc là, c'est difficile à faire comprendre à un bailleur que, nous, on n'est pas là pour prendre, monsieur untel qui est sous mesure de curatelle et puis de l'emmener ailleurs. Non, c'est pas notre rôle. Il a un logement, il a un droit au logement, et on doit veiller à ce que ce droit, il soit exercé. Alors maintenant, s'il y a des troubles du voisinage, s'il y a des troubles dans l'appartement, voilà, on va essayer,
avec tous les moyens qu'on a, de, d'améliorer les choses et de se faire cesser le trouble. Mais on ne pourra pas prendre quelqu'un et puis l'emmener en EHPAD, de force ou de l'obliger à aller dans un autre appartement parce que ça arrange tout le monde. Non. Et puis, il y a des règles, auxquelles on est soumis. Le secret, ce qu'un majeur protégé nous dit, on est soumis au secret, on ne doit le divulguer à personne. La seule personne éventuellement à qui on peut être amené à le divulguer, c'est au juge des tutelles, puisque c'est notre responsable. Voilà. Et puis, le droit médical, heu, et qui nous intéresse tous particulièrement aujourd'hui, où là, en tutelle, ce qui est intéressant, c'est que le droit médical n'est pas opposable au tuteur. Ce qui fait que, voilà, on peut être amené à devoir prendre des décisions, heu, voilà et quand on est amené à prendre des décisions pour quelqu'un d'autre, ça nécessite d'avoir toutes les informations. Hem Et puis, dans le cadre de la curatelle, le curateur, normalement, intervient assez peu sur tout ce qui est médical. Alors on voudrait bien que le curateur, il fasse aussi, l'infirmier et il fasse tout ça, mais ça ne fait pas partie de son rôle. Voilà, c'est le major protégé en curatelle qui gère seul sa santé. Voilà, c'est pas toujours facile dans l'accompagnement. Moi, j'ai été amené à devoir accompagner une femme qui refusait d'admettre son cancer et qui refusait tout traitement et voilà, donc l'accompagner, dans ce choix, dans ce non-choix, ça a pas été simple, surtout pour elle et puis pour les personnes qui étaient autour d'elle également. Hem, je voudrais aussi indiquer que, quand nous on est nommés, on intervient très souvent, très tard dans la situation du majeur. Je m'explique. Une mesure de protection, pour l'obtenir, pour pouvoir en bénéficier, heu, au minimum 6 mois. Entre obtenir un certificat médical d'un médecin expert, passer en audience devant le juge et donc avant tout le traitement du dossier, heu, par les services du procureur, par les services du greffe des tutelles, tout ça, ça prend à minima 6 mois. Quand une mesure de protection, on commence à se poser la question s'il faut peut-être en demander une, c'est que déjà, il s'est déjà passé pas mal d'événements qui qui justifiaient déjà une prise de décision. Ce qui fait que moi, dans mon expérience, ma petite expérience de 20 ans, heu, on est amené à intervenir 2, 3, 4 ans en retard. Si on avait pu intervenir un petit peu plus tôt, la situation, elle aurait pu être un peu moins dégradée. Parce que je tiens à le Hem, nous sommes des services qui intervenons on gère, presque 2 enfin, les mesures de tutelle, c'est entre 1 et 2 de la population française. Hem, donc c'est plusieurs milliers de personnes quand même et quand même globalement, on permet de contribuer à améliorer leur situation. Alors parfois les situations se dégradent et malgré tout le travail qui est mis en place, mais globalement on arrive à améliorer et si on pouvait intervenir un petit peu plus tôt, voilà, ce serait tellement plus simple. Plutôt que de devoir intervenir quand il y a un jugement d'expulsion en cours, quand, la personne est dans un refus de soins complet, heu, voilà et quand on intervient, très souvent, hem, la famille, les partenaires sociaux, heu, bah, ça y est, il y a un tuteur, il y a un curateur, on passe la main. Mais le tuteur, le curateur, il a pas toutes les cartes. Il a pas toutes les capacités et le droit d'agir. Il peut pas se substituer à un travailleur social, il peut pas se substituer à la famille, voilà. Et puis dernière chose, il a une obligation de moyens. Il a surtout pas une obligation de résultat. Voilà. Heu, enfin, je voulais parler de quelque chose d'assez, d'autres notions assez importantes. Quand on assiste une personne, on est amené à la conseiller, à la contrôler dans à peu près tous les aspects de la vie civile, j'entends, hein. Mais on n'intervient jamais sur le personnel et pas sur la famille.
Vous m'avez déjà entendu, là, pendant ma présentation, le fait qu'on n'a pas vocation à remplacer la famille. On n'a pas vocation non plus, quelqu'un de rencontrer une autre personne et j'irai même plus loin, on n'a pas vocation à interdire quelqu'un de s'alcooliser ou de dépenser son argent dans d'autres choses, voire illégales. Hem, voilà, on n'a pas le droit, de faire ce genre de choses. Parce qu'une personne majeure protégée, avant tout, elle est majeure. Donc c'est à elle de prendre ses décisions, qu'elles soient en tutelle, en curatelle. Et parfois, c'est une notion qui est difficile à faire comprendre, hem, parce que, ça implique de devoir, discerner à quel moment la personne dont on a la charge, elle a tout son discernement, elle a encore la de faire un choix éclairé et au moment où elle n'a plus ce choix, de faire ce choix éclairé. Ce qui fait qu'en tant que professionnel, et là, moi je parle en tant que cadre, en tant que chef de service, il nous arrive de devoir, demander l'hospitalisation d'une personne sous la contrainte. Et là, c'est un dispositif qui est très lourd, très fastidieux à mettre en place et qui comme nous, on ne va pas se substituer ni à la famille, heu et encore moins au corps médical, systématiquement et je dis bien systématiquement, on demandera un avis médical écrit pour que, nous derrière, heu, je sois, d'accord pour, signer une demande d'hospitalisation sous contrainte. Parce que, voilà, on c'est jamais un choix, facile, anodin de demander à mettre des restrictions, drastiques sur la liberté d'une personne. Parce que voilà, une hospitalisation sous contrainte, c'est très restrictif de liberté. C'est pour ça que désormais, il y a heu, le juge des libertés qui intervient au bout de 15 jours. Heu, voilà, il y a tout un dispositif, un arsenal, légal qui est là pour protéger les personnes. Voilà. Hem Appuyer sur un dernier élément, on agit sur les comptes, très souvent, parce qu'on a des pouvoirs qu'on dit renforcés. On perçoit les ressources et on règle les dépenses pour le compte de la personne dans son intérêt exclusif, hein. Quand je gère de l'argent, je ne le gère pas sur mon compte à moi, mais c'est sur le compte de la personne. Donc j'agis en tant que banquier. On agit sur les contrats des personnes, donc on va être parfois amené à signer à la place d'une personne, mais on aura bien veillé à ce que, heu, ce contrat soit bien dans son intérêt exclusif, que la personne est bien d'accord et que si elle est pas d'accord, on aura eu l'autorisation au préalable du juge des tutelles. Hem, on agit sur son budget, donc sur sa vie quotidienne, voilà. C'est des choix qui sont pas toujours simples et la relation à l'argent, fait que, Heu, parfois on arrive à débloquer des situations mais il est vrai que, les problèmes d'argent sont parfois les problèmes où tous les problèmes se cristallisent sur les problèmes de l'argent. Les problèmes, personnels, les problèmes d'histoire, voilà, sur les petites notions d'argent. Donc c'est quelque chose de très difficile à manier et sur lequel il faut être toujours très vigilant parce que l'objectif, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est que au bout d'un certain temps, la mesure de protection, il n'y en ait plus. Donc que la personne puisse retrouver sa totale autonomie. Et puis on intervient, comme je vous disais tout à l'heure, sur le côté médical. Heu, En tutelle, on ne peut pas nous opposer le droit médical. Si on nous demande une autorisation, on doit avoir les informations. Heu, Quelqu'un qui est sous tutelle et qui doit être opéré, par exemple, et bah, si on nous demande l'autorisation, bah, il faut nous donner toutes les informations et les bonnes. Et puis la loi, désormais depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, dit que même si une personne est sous tutelle et elle est d'accord pour, être opérée, si elle a toutes les informations, elle a la capacité de dire, «OK», et bah, c'est elle qui donne son accord,
Nous, en tant que tuteur, on n'a même pas à on n'a surtout pas le droit de se substituer, mais de donner une surautorisation. Alors parfois, le corps médical a un peu de mal à le comprendre, mais peut-être qu'un jour ça ira mieux et voilà. Je terminerai en disant que les mandataires professionnels, on n'a pas vocation à remplacer la famille. Hem, voilà, je le répète, mais on a vocation à travailler main dans la main, de manière, voilà, on n'a pas vocation à remplacer, mais on pourra en fait, ce que je veux dire, c'est que, hem, on peut pas il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire, nous. On va être sur un côté administratif, conseil, heu, contrôle, voilà, donc du relationnel. On va avoir des connaissances, voilà, des choses, sur la vie d'une personne. Mais très souvent, le fait qu'il y ait un professionnel qui intervienne, fait que la famille peut revenir à sa place et être en complémentarité. Et en tant que professionnel, c'est pas toujours simple, mais on aspire tous à avoir ce soutien, des proches et de la famille. Parce on pourra pas la remplacer et on pourra très souvent pas faire aussi bien que la famille. Voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, si vous souhaitez une précision, je je veux bien y répondre. Commençons plus près. Oui, bonjour, merci d'abord pour cet exposé. Je voulais vous poser une question sur la subrogation familiale dans les mesures de curatelle ou de tutelle. Est-ce que vous avez affaire à de telles situations et qu'en pensez-vous? Alors, c'est un dispositif qui est très intéressant. Ça participe de ce grand mouvement de déjudiciarisation. Le subrogé, en fait, il intervient pour contrôler les actes du curateur ou du tuteur. Il intervient dans le cadre de la subrogation curatelle, pour contrôler principalement, voilà, c'est l'acte le plus important au cours de l'année, c'est le compte rendu de gestion. C'est ce qu'on va remettre au juge des tutelles et au major protégé pour dire, voilà, tout ce qu'on a fait et pour, heu, pour la personne et dans le cadre des comptes, dire, voilà, exactement où est l'argent, est-ce qui a été reçu et cetera et le subrogé doit valider en amont. Moi, j'y vois plutôt du bien, beaucoup de positifs. Alors le côté négatif, c'est que, désormais, les tribunaux, se déchargent du contrôle et de l'approbation des comptes au profit des subrogés et la deuxième difficulté, c'est que le subrogé ne sait absolument pas, très souvent, trop souvent, ne sait pas, quelle est sa mission et heu et parfois c'est un peu compliqué de devoir réexpliquer, de faire les choses. Donc l'idée est bonne, c'est la mise en application qui est parfois pas simple. Voilà. Moi, j'ai été amené à exercer des mesures de subrogation dans le cadre professionnel. C'est hyper intéressant. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps pour le subrogé, pour le tuteur, le curateur et le problème, c'est qu'on manque de temps. On manque cruellement de temps pour pouvoir faire tout ça. C'est pour ça que c'est plutôt bien, mais voilà, il y a des aspects négatifs qu'il faut pas oublier. Bonsoir. Juste deux questions. La première, est-ce que le curateur peut signaler au médecin traitant ou psy tout ce qu'il voit dans la maison ou pas? Par exemple, la personne qui prend pas régulièrement ses traitements, il a constaté ça, est-ce qu'il peut le signaler? Et la deuxième, c'est au niveau des finances. Euh, Est-ce que le mandataire donne une certaine somme à la personne à dépenser ou est-ce que la personne a accès à son compte? S'il a accès à son compte, donc il peut dépenser n'importe comment vous gérez les comptes? Je n'ai pas très bien compris comment vous gérez les comptes. OK. Alors, pour la première question, tout dépend.
Comment dire? On n'a pas vocation à être des espions. Je m'explique, je suis un peu provocateur quand je dis ça. Si la personne ne prend pas son traitement, s'il fait pas trop attention à sa santé, mais que les conséquences sont pas là, s'il y a pas de conséquences, bah, non, on va échanger avec les différents professionnels pour s'assurer que la situation elle, elle, elle se maintient et voilà, qu'il y ait pas de difficulté. Alors ça peut être les professionnels à domicile, ça peut être le médecin, ça peut être la famille, voilà. Maintenant si on observe que, la santé, plus que la prise de médicaments ou la prise de traitement et cetera, elle est, elle se dégrade, oui, on va signaler à qui de droit. Parce que, parce qu'on a un devoir de veille. Le problème, attention, hein, c'est que, quand on va chez les gens en tant que professionnel, je parle en tant que professionnel, hem, on va pas, contrôler un pilulier, on va pas, inspecter ce qu'il y a dans le frigo, on va pas être dans l'intrusion, d'accord? Heu, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir et quand on voit une personne, on la voit au mieux une fois par mois et quand je dis ça, c'est au mieux. Hem, Beaucoup d'associations, heu, on va au on essaie avec la charge de travail, on essaie d'aller, au domicile des personnes, et si on y va une fois tous les 2 mois, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Donc s la vigilance, elle doit être là, mais elle est très difficile. Elle est très, très difficile. En revanche et là, c'est là tout l'intérêt du métier, c'est que le tuteur, le curateur, le professionnel, il est là pour récolter les informations et quand il a les informations avérées, oui, là, il va signaler, jusqu'à, demander une hospitalisation, voilà, ou quand une personne, ne donne plus de nouvelles, faire intervenir les pompiers, voilà. Parce que, parce qu'on n'a pas de nouvelles et qu'il faut bien savoir où est la personne et donc, bah, à un moment donné, oui, est-ce qu'on prend la décision de faire ouvrir la porte par les pompiers? Avec toutes les conséquences derrière, hein, voilà. Mais oui, oui, pour répondre à votre question, oui. Maintenant sur la question des finances, hem, si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que la personne majeure protégée, elle a accès à ce qu'elle a sur à combien elle a sur ses comptes et comment c'est utilisé? C'est ça? Oui, 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 oui. Oui? Oui, La réponse c'est euh, oui. oui, En oui, oui. curatelle, c'est une obligation. Est-ce qu'on lui donne une certaine somme à dépenser? Dans ce cas-là, il Alors, le dépense comme il c'est dans veut. c'est dans c ce que j'expliquais Ou, tout à l'heure, c'est la notion de budget et comment on fait un budget? C'est un exercice qui est assez sympa, je vous encourage à le faire pour vous-même. C'est voir à peu près par mois combien vous dépensez, enfin ce que vous gagnez exactement, en moyenne et ce que vous devez dépenser et je vous encourage chacun à partir des dépenses qui sont, les plus importantes. Les dépenses les plus importantes, c'est d'avoir un toit sur la tête, une assurance, c'est d'avoir une complémentaire santé, c'est d'avoir des moyens de communiquer, c'est d'avoir du chauffage, d'avoir de l'eau. Voilà, ce genre de choses. C'est le minimum, heu de confort pour pouvoir vivre à peu près correctement. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Et bah, oui, il reste l'alimentation. Voilà, voilà, ça c'est indispensable. Les loisirs, les vêtements, le fait de devoir se racheter, une machine à laver, heu, un sèche-linge et tout le donc oui, le premier travail qu'on devra faire nous, c'est d'établir avec la personne un budget. Alors on a un peu d'expérience, donc on sait, en fonction des ressources, heu, payées et cetera, on va pouvoir pré heu, préinstruire, un budget. Mais toujours est-il que,
les dépenses d'une jeune femme de 20 ans seront pas tout à fait les mêmes qu'un monsieur qui a bien vécu toute sa vie et qui est un jeune retraité. Donc les attentes seront pas tout à fait les mêmes. Donc oui, on va adapter. Et c'est là où le secret, le travail avec la personne est hyper important parce qu'il y a un moment donné, va peut-être falloir faire des choix. Voilà. Il y a quelque temps, on avait une jeune femme, elle avait, 5 abonnements, sur les plateformes pour, du streaming vidéo. Ah oui, mais il y a un moment donné, faut faire un choix. Est-ce que vous voulez, avoir, toutes les chaînes de télé, voilà, ou avoir un toit sur votre tête et plus habiter chez votre maman? Parce qu'en fait, son projet, c'était de plus habiter chez maman. Voilà, parce que ça se passait vraiment très, 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 très mal. Voilà. Il y avait une relation, très, très compliqué et puis l'éloignement a fait que, la relation est allée beaucoup mieux et bon après il y a des hauts, des bas, hein, mais voilà. Donc oui, ma réponse c'est, oui, on établit ensemble un budget et ce budget, très souvent, trop souvent je pense, c'est des dépenses qui sont à la semaine, heu, mais c'est pas par obligation, hein, c'est souvent par nécessité parce que, beaucoup de personnes elles sont plutôt dans hebdomadaires. Alors, on essaie de pousser à ce que les personnes soient plutôt dans un rythme mensuel pour avoir leur argent, comme un salaire, et puis qu'après elles aient plus de facilité pour dépenser leur argent en nourriture, en loisirs et cetera. Force est de constater que très souvent, heu, si elles ont, je vais dire 500 € pour le mois, heu, pour tous leurs besoins, du mois, et ben, elles vont retirer les 500 € et donc avec le risque de perdre l'argent, de se faire voler l'argent et de tout dépenser d'un coup. Et donc là, de dire, «Bah oui, mais maintenant vous avez tout dépensé, tant pis». Voilà. Donc ça, c'est pas toujours simple, donc parfois on reste à l'argent à la semaine. Voilà. Et donc l'accès au compte, dernière chose, il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'avoir un accès, au compte, en direct. Dans mon association, on déploie un petit, logiciel, parce que beaucoup de personnes ont des smartphones avec des connexions internet. Donc avec ce petit logiciel, elles peuvent voir en direct l'argent qu'elles ont sur leur compte, ce qui leur est envoyé pour, quand elles demandent des suppléments et cetera. Ce qui fait que l'information, elle est, transparente et ce qui parfois cristallisait des problèmes, la pression retombe. Voilà, oui. Et puis il y a les documents, le compte rendu annuel de gestion qui est une obligation à remettre au moins 1 fois par an. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Barre. Bon, j'ai parlé beaucoup plus que prévu, hein. Non, non, c'est très bien. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Une dernière question. C'est une question, c'est quel est le recours de la famille lorsqu'elle se rend compte des défaillances du curateur? Ah! Moi j'en Vous n'en avez pas, bien sûr, c'est très jamais, inédit que jamais. vous présentez. Non, Et dans non. la qualité, on ne dit pas Ouais. ça. Je vois ce que vous voulez dire. La voie royale, la première des choses, c'est d'écrire des choses un peu argumentées. Parce que trop souvent, on a des réclamations, mais elles sont pas argumentées, donc c'est un peu difficile. Donc des choses argumentées, heu, voilà, à la direction, faut pas hésiter, à la direction du service du curateur. Voilà. Si vous constatez un dysfonctionnement, la première des choses, c'est de, poser la question, argumenter à la personne concernée. Et ça, c'est une règle dans la vie, de la vie de tous les jours. Si vous n'avez pas de réponse ou si vous avez une réponse qui ne vous satisfait pas, à ce moment-là, vous informez le juge des tutelles. Dans les mêmes formes, par écrit. D'accord? Et le juge des tutelles, lui, il va demander un rapport. Alors ça peut prendre du temps, hein, d'accord? Voilà. Là dernièrement, le juge des tutelles nous a fait part de réclamations de la famille qui datent, du mois de novembre. Voilà, on était fin janvier, donc
Voilà, les tribunaux aussi mettent du temps. Donc il faut s'armer un peu de patience. Et puis, je disais, les services majeurs protégés, de protection des majeurs plutôt, c'est des personnes humaines qui n'ont pas toutes les compétences parce que tous les domaines sont très très compliqués parfois. Donc ils peuvent commettre des erreurs. Voilà, il faut pas hésiter à le reconnaître. Et puis voilà, moi ça arrive dans mon équipe, ça arrive qu'il y ait des erreurs qui soient commises. Et bah, dans ces cas-là, quand on a le retour comme quoi on a fait une erreur, bah, ça nous permet de nous améliorer aussi, pour que l'erreur elle soit pas commise dans d'autres dossiers. Et puis, la loi change tout le temps, enfin les lois, ça change très souvent. Et voilà, la mise à jour des lois, c'est pas toujours simple. Donc, ouais, voilà, il faut pas en avoir peur. Donc moi, je vous encourage à écrire quelque chose d'argumenté, hein. Pas la peine d'en faire, des tonnes, des choses argumentées. Et puis si vous n'avez pas de réponse qui vous satisfait, bah, à ce moment-là, vous allez voir le juge des tutelles, par écrit. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Une très bonne journée à tous et toutes. Bonne soirée. Bonne fin de journée, pardon. Bonne soirée. Au revoir.